Bonjour à tous. Donc cette séance vient dans le prolongement de ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire nous arrivons, pas tout à fait à la fin de la guerre d'Algérie, mais on s'achemine vers la fin de la guerre d'Algérie, vous allez en prendre conscience. Donc, il y a eu un référendum sur la possibilité de l'indépendance de l'Algérie, précédé par un rendez-vous manqué à Melun. Les choses n'étaient pas encore mûres, je l'ai expliqué la dernière fois. Et deuxièmement, le référendum qui a eu lieu au début de 1961, et De Gaulle a obtenu une majorité écrasante au cours de ce référendum. Il a eu lieu aussi bien en métropole qu'en Algérie. Mais je voudrais, avant de continuer, vous rappeler quelque chose d'essentiel qui va forger le nouveau contexte. Alors, depuis décembre 1960, très exactement, la date symbolique c'est le 11 décembre 1960, les musulmans ont basculé en faveur de l'indépendance. Les musulmans, officiellement, on les appelle les Français musulmans d'Algérie. Il m'arrivera de reprendre un petit peu ce terme. Donc, depuis décembre 1960, De Gaulle était allé en Algérie pour continuer sa tournée des popotes et il s'est heurté à un certain nombre de manifestations. Manifestations qui ont lieu, on pourrait dire, à front renversé. C'est-à-dire que les Européens vont invectiver De Gaulle, vont le prendre à partie, vont l'insulter, vont lui dire qu'il est un traître à leur cause, à l'Algérie française, que ce n'est pas ce qu'ils attendaient de lui. Vous vous souvenez de l'ambiguïté de la formule, je vous ai compris. Donc, les Européens d'Algérie, les Français d'Algérie, sont contre De Gaulle parce qu'ils le soupçonnent, ce qui est vrai, d'accepter l'indépendance de l'Algérie. Mais les musulmans, eux, qui ont compris exactement la même chose, acclament De Gaulle. Autrement dit, les Français d'Algérie européens sont contre lui, alors que les musulmans le soutiennent. Mais bien sûr, le GPRA va agir avec plus de subtilité que cela. Donc nous verrons les négociations qui auront lieu avec le GPRA ensuite. De Gaulle revient d'Algérie et il va réunir son conseil des ministres. Et là, il va utiliser un mot qui est un mot, je dirais, qui a été également utilisé par Stendhal dans un de ses romans, La Chartreuse de Parme, je crois. Et Stendhal parle de cristallisation. C'est un mot que reprend De Gaulle. Cristallisation, c'est-à-dire que les positions des uns et des autres se sont cristallisées. Et c'est à ce moment-là que De Gaulle va consulter les Français, aussi bien de France que d'Algérie. Sachant que les musulmans sont français. Ce sont les Français musulmans d'Algérie. C'est l'appellation presque officielle. En tout cas, on l'utilise fréquemment. Et De Gaulle a eu, à ce référendum, une majorité, comme il l'appelait, franche et massive. Donc, il emportait très largement. Donc, les choses sont claires maintenant. Mais en même temps, on est dans une sorte de paradoxe. Alors, comment définir ce paradoxe? Sur le terrain, il y a une armée, l'armée française, qui ne s'interdit aucune méthode de répression. Je pèse les mots. Aucune méthode de répression, ça veut dire qu'on continue à utiliser la torture et qu'on utilise le napalm, qu'on ne désigne jamais par son nom. Ce sont des réservoirs que l'on lâche sur les hommes de la LN que l'on peut repérer ou qui sont pris dans un combat qui les oppose aux troupes françaises. Alors, l'armée française sur le terrain, elle est constituée, je l'ai déjà dit, de plus de 500 000 hommes. Elle quadrille le terrain. Et le FLN, qui avait en 1957, à la fin de 1957, 25 000 maquisards, à l'intérieur du territoire algérien, ils ne pouvaient pas recevoir de renfort parce qu'il y avait les barrages électrifiés, dont nous avons déjà parlé. Ces troupes de la LN ne sont plus que 4 à 5 000. Autrement dit, sur le terrain, en 1962, on pourrait presque dire, presque, mais ce n'est pas le cas, parce que c'est ce presque qui
qui est en question. Donc on pourrait presque dire que l'Hélène a été vaincue. Mais De Gaulle veut en finir. Il veut en finir. Et il cherche un interlocuteur valable. C'est le terme qu'il utilise. Car le FLN qui regroupe, je dirais, tous ceux qui sont pour l'indépendance, est constitué par des prisonniers qui sont muets, des maquisards qui sont divisés. Vous vous souvenez le quiproquo qui avait eu lieu à Melun, où l'on pensait que les maquisards étaient prêts à négocier, parce qu'une wilaya, effectivement, était prête à le faire, mais pas les autres. Et il y a également des exilés. Des exilés, mais ceux-là, ils sont hors d'Algérie. Et ils sont hors d'Algérie, donc ils ne courent aucun risque. Et ils ont le verbe « haut ». Donc, ils ont des positions qui sont, on pourrait presque dire, maximalistes, presque. Un général a été nommé par De Gaulle, président de la République. Un général a été nommé par De Gaulle, c'est le général Challe, pour faire la guerre. Et Challe fait la guerre. Il fait la guerre avec tous les moyens qui sont à sa disposition. Mais en même temps, pendant que Challe fait la guerre, De Gaulle a mis en œuvre le plan Constantine, c'est-à-dire qu'il a deux fers au feu. Le plan Constantine, c'est un plan de 5 ans. À quoi bon mettre en œuvre un plan de 5 ans, alors que De Gaulle dira aussi que l'Algérie nous coûte? C'est un petit peu la thèse, plutôt la Corrèze que le Zambèze. Donc l'Algérie nous coûte, ça va durer 5 ans, alors à quoi bon? À quoi bon si on va vers l'indépendance? Mais est-ce qu'on va vers l'indépendance? Est-ce que la LN peut être vaincue? Donc vous voyez, il y a toujours ces ambiguïtés qui continuent à exister. D'autant plus que l'Algérie est, comme on dit à l'époque, aujourd'hui on ne le dit plus, un pays sous-développé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'état économique et social de l'Algérie, qui est censé être la France, à la France. Le système d'éducation est très déficient. On a fait des efforts, mais il est toujours très déficient. Le système de soins est toujours très déficient, même si on a fait des efforts. Cependant, il y a des promesses, puisqu'on a trouvé du pétrole, on a trouvé du gaz. Et puis, il y a des bases militaires que De Gaulle voudrait bien conserver. Alors, il y a la base de Mers el-Kébir, vous le voyez, c'est à l'ouest de l'Algérie, c'est à côté d'Oran, donc c'est une base maritime, c'est là que se trouve l'essentiel de la marine en Algérie. Et puis, il y a une autre base, c'est un peu dans l'actualité aujourd'hui, c'est la base dans le sud du Sahara, dans le sud, au cœur du Sahara, c'est la base de Regan. Regan, c'est pas très lisible, ça s'écrit R-E-2-G. A-N-E. La base de Regan est une base où l'on fait les expériences nucléaires, c'est-à-dire où l'on fait les explosions nucléaires. Nous en reparlerons bien entendu. Donc voilà, je dirais, ce nouveau contexte. Et là-dessus, alors que on ne s'y attend pas, a lieu un putsch des généraux. 4 généraux vont faire une tentative de coup d'État. Cette tentative de coup d'État est limitée dans le temps. C'est du 21 au 25 avril 1961. Donc nous sommes, vous le voyez, vers la fin de la guerre d'Algérie. Alors on peut se poser une question. Pourquoi ce putsch des généraux? Ce putsch des généraux pour des raisons très simples que vous connaissez tous maintenant. Parce que De Gaulle veut se désengager de l'Algérie. Il veut que la France joue un rôle important, je dirais majeur, dans le débat qui oppose les deux grands. Nous sommes en 61, et donc par conséquent, c'est le moment où se pose l'affaire de Cuba. C'est le moment où les États-Unis et l'URSS sont dans un dialogue conflictuel. La France est empêtrée dans la guerre d'Algérie. Donc, De Gaulle veut se désengager.
Ce que, bien entendu, ces généraux qui vont faire cette tentative de coup d'État ont bien compris, bien entendu. Mais les Européens d'Algérie ont compris aussi. Alors, c'est un coup d'État militaire. Et donc, qui va utiliser l'armée. Cette armée est divisée en deux grands pôles. Le premier pôle est constitué par les professionnels, c'est-à-dire des militaires de carrière. Alors, parmi les militaires de carrière, il y a 3 types de militaires de carrière. Il y a les officiers. Alors, attention, certains officiers sont des appelés du contingent. Il y a les sous-officiers. Alors, certains sous-officiers sont des appelés du contingent aussi. Et il y a les engagés. Mais tous sont des militaires de carrière. Et généralement, un nombre significatif d'entre eux, en tout cas, est pour l'Algérie française. Refuse ce désengagement que voudrait De Gaulle. Il y a aussi les Européens. Les Européens qui vivent en Algérie. La plupart sont français, bien entendu. Alors, ces Français d'Algérie, ils ont peur d'éventuelles négociations. Parce qu'ils se disent que s'il y a des négociations, l'Algérie sera abandonnée. C'est-à-dire que l'Algérie deviendra indépendante. Et eux, bien entendu, parlent d'abandon. En plus, avec une crainte qui est montée un petit peu en épingle. C'est-à-dire que si l'Algérie devient indépendante, elle deviendra le terrain de manœuvre du communisme. C'est-à-dire que basculera dans le camp de l'Est. Nous verrons que cela ne se produira pas de cette façon et ce sera beaucoup plus complexe. Alors la question c'est, est-ce que l'armée va basculer? Est-ce que l'armée va rester obéissante vis-à-vis du pouvoir civil? Dans une démocratie, c'est toujours le pouvoir civil qui commande aux armées. Donc ces Européens ont peur d'une négociation et se demandent si l'armée va basculer. Est-ce qu'elle va basculer dans la violence? Et déjà, il y a une organisation qu'on appelle l'organisation de l'armée secrète, c'est-à-dire l'OAS, qui commence à faire des attentats contre les musulmans, mais qui assassine aussi en passant des avocats, des personnalités qui ont le défaut, à leurs yeux, d'être libérales. Et par exemple, Pierre Poppy, qui est un avocat libéral d'Alger, va être assassiné par l'OAS. De Gaulle répond que l'Algérie de papa est morte, qu'elle n'existe plus. L'OAS pose des bombes à Paris. Donc l'OAS amène la guerre d'Algérie jusqu'en métropole. Le maire d'Évian, vous savez qu'à Évian il y aura des négociations dans la phase qui va suivre, le maire d'Évian sera assassiné par l'OAS. Et donc l'OAS s'oppose aux négociations qui sont pour l'instant secrètes. Bientôt elles vont reprendre au grand jour, mais pour l'instant elles sont secrètes. Et les services secrets français, qui obéissent au gouvernement, surveillent très attentivement l'école militaire de Paris, parce que là se trouve un certain nombre de partisans de l'Algérie française. Alors tout cela étant dit, quelle est la nature du complot? Eh bien, 4 généraux arrivent à la conclusion que seul un soulèvement militaire pourra empêcher le gouvernement, entre guillemets, d'abandonner l'Algérie. Alors, quels sont ces généraux? Ces généraux, les voici. Alors, de gauche à droite, nous avons ces 4 généraux. Le premier qui se trouve à gauche est le général Zeller. Le second, à ses côtés, c'est le général Jouhaud. Ce sont tous des généraux 5 étoiles, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie. Le général Jouhaud a une particularité, c'est qu'en plus, c'est un pied noir, c'est-à-dire c'est un Français d'Algérie. Il est né à Oran. Ensuite, vous avez à côté de Jouhaud le général Salan, qui venait d'Indochine et qui ensuite
a eu le commandement des troupes françaises en Algérie. Et enfin, vous avez tout à fait à droite le quatrième général, c'est le général Challe. Le général Challe qui a hésité, mais qui finalement s'est engagé donc, du côté des mutins, du côté de ceux qui sont en faveur du coup d'État. Vous savez que c'est lui qui commandait l'armée française en Algérie, c'est lui qui faisait la guerre. Alors voici Challe qui s'exprime à Alger le 21 avril. Voici ce qu'il dit. Je suis à Alger, avec les généraux Zeller et Jouot, et en liaison avec le général Salan. En liaison, c'est-à-dire Salan n'est pas à Alger. Salan est alors exilé en Espagne. Pourquoi en Espagne? Mais parce que l'Espagne est sous la coupe de Franco, et que c'est un régime proche de ces généraux qui font le coup d'État. Ces généraux se situent, je dirais, s'il faut les situer politiquement, on dirait l'extrême droite, parce qu'ils sont contre l'indépendance des peuples colonisés. Or, le vent de l'histoire fait que tous les peuples qui étaient colonisés sont devenus ou sont en train de devenir indépendants. Et ces généraux s'opposent au gouvernement parce qu'ils ne veulent pas de l'indépendance de l'Algérie. Donc je continue. Et en liaison avec le général Salan, pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Alors c'est vrai qu'en Algérie, il y a des morts du côté français. Nous ferons le point. À la fin de la guerre d'Algérie, on fera le point. Un gouvernement d'abandon, donc c'est le terme qui est utilisé fréquemment, gouvernement d'abandon, un gouvernement d'abandon s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Autrement dit, ceux qui se sont soulevés, ce sont des rebelles. Et l'Algérie va leur être définitivement abandonnée. Alors des rebelles autour du GPRA, autour du bras armé, qui est la LN, l'Armée de Libération Nationale, autour du Front de Libération Nationale, le FLN. L'armée ne faillira pas à sa mission et les ordres que je vous donnerai n'auront jamais d'autre but. Autrement dit, Charles apparaît un petit peu comme le chef, en l'absence de Salan. Mais Salan, pour l'instant, est en Espagne. Donc voici ces 4 hommes que revoici, et Salan les a rejoints à ce moment-là, bien entendu. Donc là, on les voit, à droite, Zeller, Jouot, Salan et Challe. Voilà les 5 généraux, pardon, excusez-moi, les 5 généraux, le lapsus est dû parce que ce sont des généraux à 5 étoiles, comme vous le voyez sur Arcalo. Donc, ils font le coup d'État. Et ce coup d'État a, je dirais, un maître d'œuvre, c'est le premier régiment étranger parachutiste. Traduction, la Légion. La Légion qui à ce moment-là est commandée par Élie Denoy de Saint-Marc, qui n'était que commandant. Normalement, un régiment est commandé par un colonel, mais il se trouve que le colonel était absent à ce moment-là. Et il avait confié le commandement à Élie Denoy de Saint-Marc. Donc ce sont des parachutistes de la Légion étrangère qui sont basés au camp de Zeralda, que vous connaissez déjà, puisque ceux qui avaient capitulé au moment des barricades avaient été, je dirais, structurés dans un commando, le commando Alcazar encore, Espagne franquiste, dans le commando Alcazar, au camp de Zeralda. Donc c'est le commandant Élie de Saint-Marc qui donne l'ordre à ses hommes de faire mouvement de la région d'Oran, où se trouve le camp de Zeralda, jusqu'à Alger. Et les voici qui sont arrivés. Vous voyez, chez les Européens d'Algérie, c'est la joie. On va peut-être trouver une porte de sortie et peut-être que l'Algérie restera française, pense-t-il. Alors, voici encore, au premier plan, vous avez quelques parachutistes et au second plan, vous avez les Français d'Algérie et surtout, vous voyez, ces jeunes qui sont relativement nombreux.
On trouve également quelques musulmans, souvent des anciens combattants, quelques je dis bien, hein, quelques musulmans, anciens combattants, et qui, avec cette banderole derrière, tous français. Oui, sauf que il y a les Français, ceux qui sont, je dirais, des Européens d'Algérie, et puis il y a les Français musulmans d'Algérie. Mais ils sont tous français. Bon, je ne sais pas ce que l'on peut en déduire, et vous voyez sur le plan qui se trouve derrière, Algérie française. Donc ici, vous avez un homme qui est relativement âgé, c'est un ancien combattant, vous voyez qu'il arbore ses médailles, et derrière lui, tous français. Sauf que les musulmans, ils ont basculé maintenant en faveur de l'Algérie. Donc, la cristallisation est faite. Alors, ce complot, c'est un soulèvement militaire, je viens de le dire, mais l'armée de la conscription, c'est-à-dire le contingent, lui, ne participe pas à ce complot. Mais l'écho d'Alger, vous le voyez, titre « Depuis hier, à l'aube, sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré, l'armée assume tous les pouvoirs en Algérie. » Bref, on pourrait presque dire c'est une dictature militaire. Une dictature de la minorité, les Européens, sur la majorité, qui veulent l'indépendance. Arrivés à Alger, les généraux, Charles, Zeller, Jouot, sont à sa tête, en liaison avec le général Salan. Salan n'est pas encore arrivé, mais il va arriver. Et ils veulent garder l'Algérie pour tenir le serment du 13 mai. Le 13 mai, c'est le moment où avait été créé, en 1958 bien sûr, c'est le moment où avaient été créés les comités de salut public. Alors, quelles sont les forces en présence? Est-ce que ceux qui sont à la tête de ce coup d'État ont les moyens de leur politique? Alors, on a calculé qu'il y avait 3 régiments de parachutistes sur 10 qui suivent Chal, que 2 régiments parachutistes sur 7 de la 10e division, celle qui avait participé à la bataille d'Alger sous le commandement de Massu, donc sont du côté du coup d'État. Que dans la 25e division, il y a 5 régiments sur 7. Et ensuite, il y a 5 régiments d'hiver. Évidemment, c'est loin de faire la majorité des régiments qui sont en Algérie. Et il y a quelques commandos également. Il faut ajouter à cela que le coup d'État a été mal préparé. C'est-à-dire que les 4 généraux se sont dit on va s'appuyer sur les Européens et sur l'administration. Seulement, il se trouve que l'administration ne va pas suivre. À Paris, les membres de l'état-major qui participaient ou qui soutenaient le complot sont arrêtés. De Gaulle décide d'envoyer 2 hommes en Algérie pour voir un petit peu où en sont les choses. Alors ces 2 hommes, c'est Louis Joxe. Joxe, je pense que vous savez comment ça s'écrit, G-O-X-E, Louis Joxe, et le général Ollier, O-L-I-E. Alors, ils arrivent à Alger. Joxe est un civil, Ollier est un militaire. Et là, ils se rendent compte que la sédition, le coup d'État, est limité. C'est-à-dire, ses moyens sont limités. Que c'est surtout à Alger que les séditieux sont puissants, et également dans la plaine de la Métidja. La plaine de la Métidja, c'est une plaine qui se trouve à côté d'Alger. Mais en même temps, les jeunes du contingent, ceux qui font leur service militaire, ceux qui ne sont pas des militaires, mais qui sont des civils qui font le service militaire, eh bien, vous le voyez, ne comptez pas sur le contingent. Donc, le contingent est en dehors du coup d'État. Et vous voyez, le contingent ne marche pas. Là, d'après les uniformes, ce sont des aviateurs. Donc le contingent ne marche pas.
De Gaulle aurait la possibilité de faire appel, je dirais, au peuple, ou pour le dire autrement, selon le vocabulaire de l'époque, aux forces populaires. Mais De Gaulle sait très bien que les forces populaires sont en grande partie contrôlées par le Parti communiste français et par les syndicats, dont la CGT, qui est le plus puissant. Et donc, il s'abstient de faire appel à eux, parce qu'il se dit que les communistes pourraient en profiter pour faire un coup de force, ou en tout cas pour renforcer leur position. Donc, que reste-t-il? Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste que le verbe et l'article 16. L'article 16 qui confère à De Gaulle tous les pouvoirs pendant 6 mois. Et le verbe, c'est-à-dire le prestige de Gaulle. De Gaulle qui, bien sûr, est président de la République, mais qui a été aussi le chef de la France libre. Et qui est un général aussi. Mais bon, je dirais à titre privé, là cette fois. Alors, le coup d'État va échouer. Pourquoi? Parce que De Gaulle va paraître à la télévision. Et la télévision qu'on ne voit pas trop en Algérie. Mais son discours est retransmis par les radios. Et il apparaît en uniforme. Et voici le discours qui est court, qu'il fait et qui va totalement changer la situation. Voici ce qu'il dit. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamiento militaire. Donc, pronunciamiento, c'est un mot bien entendu espagnol, c'est un mot qu'on utilise en Amérique latine, c'est un mot qui désigne les coups d'État, en particulier en Amérique latine, parce qu'il ne faut pas confondre avec celui de Franco qui a été d'une autre nature, donc des coups d'État un petit peu d'opérette, c'est-à-dire que l'on ne peut pas vraiment prendre au sérieux. Et le fait est que ce coup d'État a été très mal préparé. Il continue. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spécialisées. L'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne qu'égarent les craintes et les mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Donc, voici les appuis qui dit du coup d'État. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Alors ça, effectivement, c'est une façon de déprécier les 4 généraux qui ont fait le coup d'État. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire expéditif et limité. Ils ne voient et ne comprennent la nation et le monde que déformés à travers leur frénésie. Ce qui est vrai. Leur entreprise conduit tout droit un désastre national. C'est l'immense effort de redressement de la France, entamé depuis le fond de l'abîme, le 18 juin 1940, donc il rappelle son itinéraire en donnant cette date, mené ensuite jusqu'à ce qu'en dépit de tout, la victoire fut remportée, l'intendance assurée, la République restaurée. Repris depuis 3 ans, afin de refaire l'État, de maintenir l'unité nationale, de reconstituer notre puissance, de rétablir notre rang au dehors, de poursuivre notre œuvre outre-mer à travers une nécessaire décolonisation, tout cela risque d'être rendu vain à la veille même de la réussite, par l'aventure odieuse et stupide des insurgés en Algérie. Voilà l'État bafoué, la nation défiée, notre puissance ébranlée, notre prestige international abaissé, notre place et notre rôle en Afrique compromis. Et par qui? Hélas, hélas, par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Et comme avait dit De Gaulle, effectivement, au cours de la tournée des Popotes, l'armée est au service de la France. L'armée ne s'appartient pas. Sinon, c'est un coup d'État militaire et c'est la fin de la démocratie. Au nom de la France, attention, au nom de la France, et il est président de la République, il est chef des armées, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés pour barrer la route
à ces hommes-là, en attendant de les réduire. Et donc De Gaulle dit tous les moyens, je dis tous les moyens, dont tout est possible pour s'opposer à ces mutins, à ces insurgés. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Ils donnent l'ordre de désobéir à leurs officiers si ce sont des officiers mutins. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligations opérationnelles ou administratives ne saurait tromper personne. Les seuls chefs, civils et militaires, qui aient le droit d'assumer les responsabilités sont ceux qui ont été régulièrement nommés pour cela, et que, précisément, les insurgés empêchent de le faire. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. Donc ils seront punis, ceux qui se mettent hors de la légalité. Devant le malheur qui plane sur la patrie et la menace qui pèse sur la République, ayant pris l'avis officiel du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui paraîtront exigées par les circonstances. Et par là même, je m'affirme pour aujourd'hui et pour demain en la légitimité française républicaine que la nation m'a conférée, et que je maintiens, quoi qu'il arrive, jusqu'au terme de mon mandat, ou jusqu'à ce que me manquent soit les forces, soit la vie, et dont je prendrai les moyens d'assurer qu'elle demeure après moi. Française, Français, voyez au risque d'aller la France, par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi. Bon, aidez-moi, c'est une formule qui est un petit peu convenu, parce qu'il avait décidé par avance de ne pas faire appel aux forces populaires. Les forces populaires qui étaient constituées, je le disais, par le Parti communiste, par les syndicats, la CGT, la CFTC, et également la Fédération de l'éducation nationale et l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, et également par le PSU, le Parti socialiste unifié, qui était un parti très réduit. Bon, mais est-ce que ça marche? Eh oui, ça marche. Ça marche extraordinairement. Partout, on a l'oreille collée au transistor. C'est la révolution des transistors qui a lieu. Et Radio Monte Carlo, qui ne se trouve pas en France, mais qui est entre les mains d'un gaulliste, va diffuser ce message sur toutes les ondes de radio. Et les jeunes du contingent vont entendre tout cela, vont écouter tout cela, et vont bien sûr se rallier à De Gaulle parce qu'ils ne veulent pas de la poursuite de la guerre. Parce que si la guerre prend fin, c'est la fin des combats en Algérie. Et bien entendu, ils y sont favorables. D'autant plus qu'à Constantine, il y a un certain nombre d'appelés du contingent qui se sont emparés de dépôts d'armes. Et il y a des listes de soutien qui arrivent, des listes de soutien en faveur de Gaulle. Bon, les généraux ont compris que la partie est perdue et qu'ils ne peuvent pas faire face donc à l'armée restée fidèle et au contingent surtout rester fidèle. Alors Charles, le général Charles se rend, suivi par le général Zeller. Salan et Jouot entrent dans la clandestinité. Mais l'unité de l'armée est brisée. Il y a ceux qui ont soutenu le coup d'État, il y a ceux qui se sont opposés au coup d'État. Alors, le premier régiment d'étrangers parachutistes va rentrer au bercail en chantant quoi? Une chanson d'Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien ». Bon, toujours est-il que le coup d'État a été surmonté par De Gaulle grâce surtout au verbe, grâce surtout à son discours, à ce petit discours qui va être soutenu par le contingent. Alors voici encore d'autres jeunes du contingent qui sont en tenue léopard. Ce ne sont pas des parachutistes parce qu'ils n'ont pas le brevet parachutiste sur leur treillis, sur leur tenue. Et voici donc on suit attentivement, très attentivement tout ce qui se passe. Et donc voici un exemplaire de l'Aurore
qui titre « L'insurrection est terminée ». Donc, c'est l'échec de ce carteron de généraux à la retraite, comme disait De Gaulle. Alors, De Gaulle décide de reprendre contact avec le GPRA. Il décide de prendre contact avec le GPRA et après l'échec de... Alors, le complot, pardon. Louis-Jacques, c'est le général Ollier, voilà, ça se trouvait là. La plainte d'Amidija annonce l'échec. Et, cinquièmement, Évian. Mais Évian 1. Parce qu'il y aura 2 phases de négociation à Évian. Et les accords d'Évian du 19 mars 1962, ce ne sera que la seconde phase, où tout se décidera finalement. Donc il y a une prise de contact, il y a un diplomate qui se trouve à l'ONU, qui reçoit, il s'appelle Chaillet, il reçoit un coup de fil de son ministre qui lui dit « écoutez, il faut que vous alliez à Alger et vous allez prendre contact avec un émissaire du GPRA. » GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc vous allez prendre contact avec le GPRA pour renouer des négociations. Et effectivement, Chaillet fait ce que son ministre lui dit, il se rend à Alger et il prend contact avec le GPRA, un émissaire du GPRA. Donc la reprise de contact est assurée. Alors maintenant, c'est Jean Lacouture qui suit tout cela. C'est un excellent journaliste et bien sûr, il a son interprétation, mais en même temps, sur les faits, il est très précis et il est très intéressant. Alors, les points qui seront discutés au cours de ces négociations sont les suivants. Les points à débattre. D'abord, les Algériens. Les Algériens veulent que l'on discute de 2 points essentiellement. Personne, entendons-nous, et écoutez bien, personne à ce moment-là ne songe au départ des Européens d'Algérie, des Français d'Algérie. Les Français d'Algérie sont appelés à rester en Algérie. Le GPRA y tient et le gouvernement français y tient aussi. Donc parmi les points à débattre, il y aura les garanties que les Algériens sont prêts à accorder aux Français qui resteront en Algérie. Et ils souhaitent que des Français restent en Algérie. Le deuxième point que les Algériens veulent discuter, ce sont les modalités de la consultation du peuple algérien. Car pour l'instant, le référendum sur l'autodétermination n'a concerné que les Français de métropole et d'Algérie. Mais c'est aux Algériens, à la population algérienne. Alors j'entends bien qu'il y a une ambiguïté. Qu'est-ce que les Algériens? Alors cette ambiguïté, elle va être levée, nous le verrons assez rapidement, mais je vous dis tout de suite comment elle va être levée, sont Algériens tous ceux qui vivent en Algérie. C'est-à-dire les Européens, les Juifs, les Arabes, les Kabyles, et éventuellement des personnes qui n'ont pas la nationalité française mais qui sont des Européens. Donc, il y aura les modalités à définir sur la consultation du peuple algérien. C'est aux Algériens qui font demander s'ils veulent être indépendants. Et parmi ces Algériens, il y a donc des Européens. Donc, il faut décider quelles sont les modalités. C'est ce que demandent les Algériens. Les Français, eux, ils mettent d'autres choses en avant. Ils mettent bien sûr les garanties pour les Français qui vont rester en Algérie, comme les Algériens eux-mêmes, mais ils ajoutent un point, toujours dans ces garanties, les garanties accordées à la minorité musulmane favorable à la France. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, aux harkis, à ces troupes supplétives dont les plus connus sont les harkis et qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Donc, des garanties apportées aux Français et à la minorité musulmane favorable à la France. Également, quelles seront les modalités du retrait français? Comment vont-ils se retirer les Français? Il faut prévoir tout cela.
Et enfin, un troisième point qui sera discuté, que va devenir le Sahara et les bases militaires qui sont en possession des Français. Donc voilà les points à discuter. Seulement, pas au dernier moment, mais dans ce contexte-là, la Tunisie se découvre des revendications. Alors ces revendications, quelles sont-elles? D'abord, il s'agit, alors voici l'Algérie dans sa totalité. Alors, il s'agit d'abord de Bizerte. Alors, Bizerte, la base de Bizerte, je vous l'ai montré tout à fait au départ. La base de Bizerte se trouve en Tunisie et elle est en possession de l'armée française. Dans les accords d'indépendance de la Tunisie avait accordé à la France pendant un certain temps la possession de la base de Bizerte. Et la Tunisie réclame la base de Bizerte maintenant. Et elle demande également une révision des frontières entre entre l'Algérie et la Tunisie. Voyez le gisement d'Hassim Saoud, dans ce gisement très important, qui se trouve au nord du Sahara. Et d'Hassim Saoud, vous voyez qu'il y a une liaison avec la frontière tunisienne. Donc dans cette zone où il y a des gisements de gaz et de pétrole, la Tunisie demande une rectification de frontière. De Gaulle refuse. Donc c'est un non. Et les choses pour l'instant en restent là. Mais là-dessus intervient aussi le jeu de l'OAS. L'OAS, organisation de l'armée secrète. Alors attention, ce terme, aux yeux de ses partisans, est significatif. Organisation, bon d'accord. AS, l'AS, l'armée secrète. C'était une référence aux résistants français. Les gens de l'OAS se vivent comme des résistants. Sauf que eux sont en position de domination par rapport à une population que l'on qualifie de Français musulmans d'Algérie. Pourquoi faire ces distinctions déjà? Au niveau d'une religion, la France est un État laïque, jusqu'à preuve du contraire. Donc, et l'armée secrète, donc l'armée secrète, c'était l'armée des résistants qui résistaient à une troupe d'occupation allemande. Donc, la comparaison n'est pas raison, c'est le moins qu'on puisse dire. L'OAS a été créé à Madrid le 11 février 1961. Créé par qui? Par Pierre Lagaillarde, que nous connaissons, qui a été l'organisateur des barricades à Alger. Également par quelqu'un qui est un étudiant et qui va devenir, à la suite de la reddition de Pierre Lagaillarde, qui va devenir le président des étudiants de la Fédération des étudiants d'Alger, Jean-Jacques Susini, dont ce sont de civils. Il faut signaler que Pierre Lagaillarde a été arrêté, envoyé à la santé et qui doit être jugé, mais il a donné sa parole qu'il ne s'enfuirait pas. Et il va s'enfuir. Il va aller en Espagne franquiste, où il va créer une école privée. Donc, c'est à Madrid que l'OAS est créée, avec Jean-Jacques Susini, dont je reparlerai, Pierre Lagaillarde, Salan et Jouot, que nous connaissons déjà. Alors pourquoi? Toujours les mêmes raisons. Parce que l'OAS veut que l'Algérie reste française. Quant aux Européens d'Algérie, aux Français d'Algérie, ils sont complètement désemparés. Ils sentent bien que maintenant le processus va être engagé. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont partir? On n'en est pas encore à la formule, la valise ou le cercueil. Pour l'instant, on est sur la logique des Européens qui restent en Algérie. Donc, ils sont désemparés, mais l'administration ne va pas suivre l'OAS.
l'administration française va rester fidèle au gouvernement de la République. Et son influence va être tout à fait considérable. Le jeu de l'OAS, alors voici des affiches que l'OAS va placarder sur les murs d'Algérie. Alors, voici un homme qui symbolise l'OAS. Vous voyez qu'il est en uniforme, qu'il est armé, et qu'il est opposé au cessez-le-feu. Vous voyez que c'est un loup qui se couvre d'une peau de mouton. La peau de mouton, c'est le cessez-le-feu, et le loup, c'est le FLN. Donc, en s'opposant au cessez-le-feu, on s'oppose au FLN. Donc, il faut toujours continuer la guerre. Il faut vaincre la LN. Alors, oui, bon, on peut chercher l'erreur. Alors, c'est vrai qu'il y aura quelques, je dis bien, musulmans qui se rallieront à l'Algérie française, d'anciens militaires essentiellement, mais peu, et donc l'affiche joue sur la fraternisation. Les fraternisations ont eu lieu donc, en juin 1958, mais ensuite elles ont été plutôt symboliques, elles ont été mises en scène. Alors, aux armes citoyens, vous voyez, c'est très républicain, c'est très Révolution française, mais ce n'est pas parce que on se proclame de quelque chose qu'on l'est forcément. Et donc, l'OAS, voilà, qui agite un grand drapeau français et qui fait référence à la Marseillaise, et qui est armé. Alors, voici un commando de l'OAS. C'est-à-dire qu'il va y avoir une véritable guerre qui va être lancée par l'OAS contre les troupes françaises qui sont en Algérie. Et l'OAS va tirer sur les troupes françaises. Il va provoquer des morts parmi les soldats français. Mais j'y reviendrai, parce que, bien entendu, sur l'OAS, il y a aussi d'autres choses à dire, et nous verrons quel sera le rôle de l'OAS. Mais De Gaulle va... Alors, voici... alors ça, c'était l'OAS officiel, avec les affiches officielles. Mais il y a aussi, vous le voyez, des graffitis. Et vous avez cet homme, où on voit OAS à plusieurs reprises, Salan, etc. Il est en train d'écrire, vous le voyez, au centre de la photo, OAS. Donc, voilà, l'OAS est omniprésente. Les Européens d'Algérie, les Français d'Algérie ne peuvent pas l'ignorer. Et même sur la plage. Voici sur la plage, OAS, vive Salan, etc., etc. À côté des délicieux rafraîchissants, il y a aussi Coca-Cola, bon, il y a aussi OAS. Et donc, vous voyez que les Algérois vont toujours sur les plages, et on ne croirait pas à une situation de guerre. Et pourtant. Donc, l'OAS veille. Elle veille, et elle assassine aussi. Elle assassine, et elle fait des attentats. Alors voici, résultat d'un attentat, ce n'est qu'une voiture, vous me direz. Voici un autre attentat, des attentats qui ont lieu en Algérie et qui ont lieu en France. Et des assassinats qui vont prendre pour cible essentiellement des musulmans, mais je l'ai dit, nous y reviendrons. De Gaulle, à ce moment-là, décide de couper court aux négociations. Donc, il y a eu Melun, il y a eu Évian 1, et le 13 juin 1961, De Gaulle décide de couper court aux négociations. Elles sont reportées sine die, c'est-à-dire sans qu'on fixe une date pour se retrouver. Donc, on a suspendu les négociations, on ne sait pas quand on va se retrouver. Et la France, qui a bien compris que pour le GPRA et pour le FLN, il y a unité de l'Algérie, c'est-à-dire que le Sahara, c'est l'Algérie, avec les bases militaires, avec également les bases militaires et également les gisements de gaz et de pétrole. Et donc, la France se propose une partition. Enfin, propose est un mot qui ne convient pas. La France
pense à une partition. De Gaulle pense à une partition pour garder le Sahara. Et Le Monde, à travers un article de Vincent Pontet, qui est un journaliste du Monde, un journaliste très en vue à ce moment-là, propose un plan de partition. Le FLN réagit comment? Il réagit comment? Par une grève générale. Une grève générale qui a lieu le 1er juillet 1961 et qui est extrêmement suivie par les musulmans. Et le 5 juillet 1961, c'est une journée organisée contre la partition du Sahara. Et les forces de l'ordre interviennent en masse et tirent. Il y a des morts. À peu près 100 musulmans sont tués au cours de ces 2 journées. Et le GPRA, à ce moment-là, informe le gouvernement français qu'il est prêt à reprendre les négociations sans condition préalable. Donc, on se retrouve et puis on verra bien ce qui aboutira. De Gaulle n'a pas digéré la demande de Bourguiba, c'est-à-dire que Bizerte revienne à la Tunisie. Et Bourguiba va essayer de prendre la base de Bizerte. La réaction française va être très dure, violente, immédiate. De Gaulle envoie 7000 parachutistes pour reprendre la base dont s'étaient emparés les Tunisiens. Les combats font rage, 1000 soldats de l'armée tunisienne sont tués contre une trentaine de Français et les Français reprennent Bizerte. Mais le fond de l'affaire est de la suspension des négociations, avec tout ce qui en découle, c'est-à-dire Bourguiba qui se dit que la situation est peut-être favorable pour prendre Bizerte. Eh bien, le fond de l'affaire, c'est que De Gaulle veut, garder Mers el-Kébir, base navale, à côté d'Oran, et deuxièmement, veut poursuivre à Regan les expériences atomiques. Et que donc, comme le GPRA considère qu'il y a unité du territoire algérien, eh bien, il a suspendu les négociations. Est-ce qu'elles vont reprendre? Nous savons que oui. Et il se trouve, alors elles ont été suspendues sine die, et tout cela va avoir un impact en métropole, l'impact de la guerre en métropole. Nous le verrons la prochaine fois, mais je vous le dis tout de suite, cet impact va être constitué par 2 éléments très importants. Le premier, c'est une manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961, dont les Algériens qui sont à Paris et qui sont encadrés par le FLN vont manifester. C'est quelque chose qui a été très durablement occulté, caché. Donc, nous avons une assez bonne connaissance visuelle de cela, parce qu'il y a un photographe qui a pris beaucoup de photos. Nous les verrons la prochaine fois. Et le deuxième élément, qui est peut-être pas aussi important si on s'en tient aux chiffres, mais psychologiquement, il a une importance considérable. C'est une manifestation qui a lieu le 8 février 1962 contre la guerre d'Algérie. Elle est organisée par le Parti communiste français et par la CGT, avec aussi la CFTC, la FEN, l'UNEF et le PSU. Dans cette manifestation, qui sera aussi très durement réprimée, mais je dirais au vu de tout le monde, et où il y aura 9 morts. Nous verrons l'impact de tout cela sur la suite, dans l'impact de la guerre en métropole. Et j'ajoute l'impact, mais c'est plus diffus,
et c'est sur la longue durée, jusqu'à la fin de la guerre et au-delà de la guerre, le rôle de l'OS. Donc tout cela, nous le verrons la prochaine fois. Au revoir, à bientôt.